touché à quelques points importants sur l'Afrique. La réunion est soutenue par ADIC Global Firms au Canada. Bienvenue et merci pour votre présence. D'abord, nous allons avoir une discussion fascinante et nous allons plus tard avoir un discours introductif du ministre des Finances de la Somalie. Nous sommes heureux de savoir qu'il est là. Il est également... Bon, alors, nous allons commencer bientôt, mais d'abord, il y aura des introductions à la session qui seront faites par l'ADRC et par Catherine Cloré, qui est directrice à ADRC, et va donc faire son introduction de la session. Bonjour à tous. It's my honor and pleasure. C'est un honneur de vous accueillir à cette discussion importante. Et j'aimerais également saluer la présence du ministre des Finances de la Somalie qui nous a rejoints, ainsi que les collègues du consortium de recherche africain, le consortium de recherche africain, et puis les amis du l'ODI, ainsi que les collègues du Global Affairs Canada. Il peut être là. Comme Doc l'a dit, je suis Catherine Touré, je suis directrice régionale du Centre international de recherche en développement, ADIACI, qui est une organisation étatique et qui fait partie, bien sûr, de la formulation des projets de Canada. Depuis 50 ans, nous avons eu pour mission de soutenir la recherche dans le cadre mondial, en relation avec les défis du développement ainsi que les aspirations des communautés dans la région, la région sud. Et bien sûr, on parle de recherche participative avec les communautés en relation avec les questions qui sont donc évoquées. Cette réunion est une réunion en parler avec la réunion statutaire de la Banque africaine de développement, veut s'engager avec les financements de recherche et aussi voir dans quelle mesure cela, bien sûr, permet de mieux comprendre les chocs mondiaux par rapport aux économies africaines. Les documents de la recherche seront partagés ici et j'encourage que l'organisation explore les opportunités de collaboration. Au cours des dernières années, ADIACI a soutenu les organisations de recherche pour soutenir et former les politiques sur les politiques mondiales les crises mondiales auxquelles le monde est confronté. Et il s'agit de voir, par exemple, l'impact de la Covid qui a conduit, par exemple, à plus de politiques en matière de transfert, donc des moyens de subsistance. Et nous avons fait la recherche sur la crise de la dette croissante. Bien sûr, on a travaillé avec le ministère des Finances de l'Éthiopie et cela a conduit à des recommandations politiques au Nigeria et à l'Ouganda. Et bien sûr, avec la Covid et la crise mondiale, on a vu qu'il y avait des vulnérabilités des économies et dans la recherche que nous allons entendre aujourd'hui. La résultat de recherche qu'on va voir aujourd'hui, ça va parler des expériences en matière de choc, en matière de résilience face aux chocs. Et ces chocs impactent les pays différemment. Donc, cela évoque le besoin de recherche au niveau local. Et cela aussi permet de voir le prisme intersectoriel où les femmes souffrent plus des impacts que les hommes et quelles sont les politiques qui sont nécessaires pour s'assurer que personne n'est oublié. Donc, dans cet engagement, avec des résultats de finances, des résultats de recherche, on va bien sûr voir en quelle mesure cela encourage les politiques avec les différents acteurs, y compris la Banque africaine de développement. Tous, je nous souhaite tous un très riche échange. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Et donc, c'est important de
revoir à quel point les chocs affectent les pays et quelles sont les politiques à entreprendre. Et donc, nous remercions le RDAC de soutenir cela. Nous voulons accueillir le nouveau directeur du Conseil de recherche africaine et aussi les différents collègues qui sont ici. Donc, Victor, à vous pour faire votre remarque introductive. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation faite par Finlay. D'abord, j'aimerais saluer la présence de Son Excellence le ministre des Finances de la Somalie, Son Excellence Beyman Ege. J'aimerais également saluer la présence de la lecteur de l'IDRC, Mademoiselle Catherine Touré. J'aimerais également reconnaître la présence de ma collègue Jen Maria du EPI et également saluer mon très bon ami de l'ODI et bien sûr les collègues de la Banque africaine de développement. C'est un plaisir pour moi d'être ici et d'abord de parler de la question de relever la résilience des économies africaines face aux chocs mondiaux. C'est un problème assez pertinent qui persiste depuis plus de 20 ans et les recherches en collaboration avec le ADSC et en ajoutant mes recherches personnelles, nous avons réfléchi sur ces problèmes. Le grand problème ici, c'est que la crise financière ou certains des chocs qui entraînent la crise financière, bien sûr, surviennent à des niveaux bien connus pendant plusieurs années. L'Afrique aussi a toujours n'a pas été épargnée par ces chocs et les recherches ont touché plein de points sur lesquels on cherchait à avoir des solutions à ces chocs. Par exemple, commencer à construire l'écosystème financier pour que cet écosystème travaille à mettre en place une résilience inhérente face à ce choc. Et à plusieurs égards, depuis 1998, lorsque le consortium de la recherche économique africaine a été mis en place, il y a eu quelques avancées, particulièrement pour mettre en place des politiques macroéconomiques ainsi que des politiques de résilience macroéconomique, et cela a marché en Afrique. Toutefois, il y a certains chocs qui sont tellement importants et dans la mondiale que élever et je veux dire élaborer des politiques de résilience ne suffisent pas. Donc la recherche a couvert tout un ensemble de politiques macro-prudentielles et nous avons travaillé avec 7 de ces politiques. Et ces politiques permettent d'identifier les chocs et on combine après les politiques macroéconomiques par rapport au taux d'échange et aux flux en capitaux et on cible donc les sens de choc. Et cela a marché à plusieurs niveaux et nous continuons d'expérimenter en fonction bien sûr des différences des économies africaines. Par exemple, les pays enclavés, les États fragiles, et bien sûr, en fonction des conditions, on pourra définir la hauteur des différences. Et depuis la Covid-19, qui a causé donc le confinement, il y a eu une interruption des chaînes d'approvisionnement. Les politiques monétaires montaient dans leur capacité à faire face à l'inflation parce que l'inflation, bien sûr, prend sa source au niveau de l'approvisionnement. Et donc il y a eu des défis majeurs au niveau du consortium de recherche économique africaine. On a eu l'appui de ADRC, de PEP, ODI. Il s'agit de pouvoir comprendre ces problèmes, continuer d'investiguer et voir les différents paramètres qui peuvent être utilisés pour pouvoir cibler la source de ces chocs et mettre en place un système, une structure de résilience robuste. Donc il est important, nous pensons que nous partageons cela avec vous pour dire que les chocs peuvent survenir, même devenir plus aggravantes. Mais on travaille sur tout cela. C'est ce qui nous engage pour pouvoir faire la recherche et produire donc des produits de réflexion qui puissent être mis à contribution pour les politiques et les pratiques des secteurs de services face aux questions de résilience. Merci.
Merci Victor. Maintenant, nous allons laisser la parole à son Excellence le ministre des Finances de la Somalie. La Somalie a fait face à tout un ensemble de chocs, y compris le changement climatique et d'autres chocs qui ont eu un impact sur le prix des produits de consommation qui ont affecté la Somalie. Donc, face au choc en Somalie, comment est-ce que vous travaillez à faire face à tout cela et quelles en sont les implications? À vous, Monsieur le ministre. Merci Dirk. Bonjour à toutes et à tous. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, merci de m'avoir invité pour m'adresser à cette assemblée importante sur la mise en place d'un système de résilience en Afrique face au choc économique mondial. Bien sûr, tout ça a un effet au niveau international et régional et de façon professionnelle. Cela a un effet sur les différentes économies, surtout dans les pays fragiles et les pays à faible revenu. Et malheureusement, pour les 6% des pays à faible revenu et 64% de ces pays sont en Afrique aujourd'hui, et donc construire les économies résilientes qui répondent aux chocs imprévisibles, cycliques et très profonds nous permettrait de mettre en place un futur plus réduisant pour les générations africaines. Les données internationales et les données des institutions financières internationales montrent clairement que la pandémie de la Covid qui a prévalu a laissé derrière elle quelques situations endémiques dans le monde. Les chiffres mondiaux et en Afrique montrent que cela va dans l'ordre de 3% et un peu plus. Et de loin, la pandémie de la Covid-19 est, je vais dire, le point même névralgique de tous les chocs qui demandent que les pays aient la capacité de reprendre de façon adéquate. Et cela s'est aggravé avec le problème climatique en cours. Et il y a aussi un problème qui entraîne des endettements énormes. Et bien sûr, le défi de tous les gouvernements, y compris la Somalie, est de pouvoir établir l'équilibre en maintenant la durabilité fiscale, la soutenabilité fiscale et pouvoir soutenir les citoyens les plus vulnérables pour pouvoir faire face aux écarts d'investissement. C'est difficile, mais il n'y a pas de réponse idéale à tout cela, parce que dans ces États, la situation est tellement tendue et difficile qu'il n'y a pas de capacité d'emprunter ou d'investir ou de pouvoir porter une solution qui porte toutes les capacités. Mesdames et Messieurs, les principaux résultats des recherches qui feront l'objet de la discussion aujourd'hui sont un témoignage des impacts intolérables des crises multiples des économies africaines. Ce qui est tragique, c'est que beaucoup de pays ont des capacités affaiblies ou réduites face à ces chocs. Quand il s'agit de réponses urgentes, les conflits locaux et régionaux, ainsi que les actions climatiques, les effets climatiques ont réduit les capacités à pouvoir répondre efficacement aux chocs. De plus, ces nations ont des citoyens pour lesquels qui sont plus faibles et on assiste à une dégradation plus accentuée de leur situation. Et en plus de cela, selon le rapport, la sécurité alimentaire est à une situation alarmante en Afrique et on ne peut même pas arriver à hauteur de 50% ou 70%. Et puis il y a plusieurs chocs, en l'occurrence le choc russo-ukrainien, la crise russo-ukrainienne a exacerbé encore la situation en Afrique. Et l'accès au terrain, aux semences en Afrique devient difficile. Et le plus difficile, c'est que
Il y a des simulations sur nos recherches qui suggèrent que 10% des chocs au niveau de l'alimentation et des prix pourraient conduire à un déclin des PIB en Afrique jusqu'à 0,14%. Cela se traduit en 7 milliards en chiffres, de pertes en chiffres tous les ans. Et c'est malheureusement la menace qui pèse sur l'Afrique aujourd'hui. Il est important de comprendre que les chocs économiques ne peuvent pas être traités en silo et ne surviennent pas de façon ponctuelle et qu'on dit on va résoudre cela. Et parce que souvent ça vient avec beaucoup d'effets d'entraînement. Alors, il y a aussi la susceptibilité de l'Afrique à faire face au changement climatique. Et il y a également la soutenabilité de la dette par rapport, bien sûr, des obligations de l'Afrique. Il y a toujours une possibilité de compromis, mais avec les problèmes qui surviennent, surtout pour les populations plus vulnérables en Afrique, il est important donc que si on est fort à pouvoir faire face à tout cela, on peut s'assurer que l'infrastructure face aux problèmes climatiques en Afrique ne peut pas être renforcée au mieux. Il faut surtout faire face. Il faut surtout prendre des décisions importantes pour pouvoir faire face aux menaces climatiques et mettre à l'échelle des solutions. Il faut tenir compte aussi des risques et de l'impact du changement climatique et restructurer les différentes considérations au niveau des différentes économies sur le continent. En Somalie, nous sommes parmi les nations les plus fragiles sur le continent. Nous faisons face à des extrémités climatiques cycliques qui font qu'aujourd'hui, le prix de nos nourritures, nos commodités a connu une croissance de 49%. Ce qui est élevé par rapport aux années précédentes. Et avec les augmentations des denrées alimentaires sur le continent, on voit que nous faisons des efforts pour pouvoir faire face au terrorisme local, tout en trouvant des solutions pour relever donc, les capacités de nos populations à s'honorer. Et donc, à cette période de crise géopolitique, nos recettes connaissent une baisse. Et récemment, il y a eu une augmentation des coûts en matière d'investissement. Et la Somalie est au nom des pays africains qui font l'expérience de 3% de déclin, et ce qui est plus élevé, bien sûr, par rapport aux pays d'Afrique, où la moyenne est de 0,22%. Et cela, c'est exacerbé avec la crise russo-ukrainienne et puis la sécheresse. Cela illustre comment est-ce que notre pays, de façon proportionnelle, a été affecté par les différents chocs mondiaux auxquels nous avons été confrontés, ce qui exacerbe donc la situation et qui impacte la vie de nos populations. Nos expériences en Somalie montrent que les réformes économiques sont nécessaires pour pouvoir faire face aux défis macroéconomiques, y compris la dette. Et nous sommes arrivés à un point de combinaison de la Somalie où la plupart de nos créditeurs, en décembre 2023, donc, nous avons mis sur un processus de remboursement. Et la stabilité macroéconomique et la gestion financière saine, la priorisation ainsi que l'engagement à la bonne gouvernance et aux échanges sont les piliers clés pour une fondation une fondation économique plus solide, et les réformes économiques seront plus efficaces en Afrique si elles sont conçues par rapport à nos besoins pour pouvoir faire face aux priorités urgentes. On doit toujours s'accorder en partenariat avec les différents acteurs, et cette approche de politique sur mesure permet de mettre en place des politiques économiques résilientes en Afrique, en tenant compte bien sûr du paysage économique et politique et du contexte social du continent. Et bien sûr, je me réjouis que nous travaillons à cela et que des réponses commencent à venir. Le parcours ou l'expérience de réforme en Somalie est une autre réalité
qui est lié pas automatiquement à la base je veux dire, fiscale ou à la croissance économique. Il y a les législations qui sont importantes, mais doivent aussi répondre aux crises efficacement. Et toutefois, la facilitation de la stabilité économique et de la croissance entraîne des réformes, mais cela prend du temps pour donner des effets, et les gouvernements africains doivent continuer de faire avancer les réformes et patiemment, et maintenir surtout la dynamique de la croissance économique et bâtir une résilience économique pour l'avenir. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, l'action économique en Somalie travaille à créer des opportunités pour nos populations, et ils sont guidés par notre engagement à pouvoir augmenter donc les recettes locales, une meilleure administration, soutenir le secteur privé dans son investissement, bénéficier aussi des échanges régionaux et continuer de maintenir une discipline fiscale plus forte. Nous continuons à relever nos capacités institutionnelles et à louer davantage pour les services sociaux de base comme l'éducation, la protection sociale. C'est la meilleure manière de pouvoir atteindre nos objectifs, de mettre en place donc des systèmes de stabilisation économique plus solides. Et je crois fortement, fermement que cette stratégie peut être donc une base solide pour construire la résilience pour des économies africaines équitables pour tous. Et la clé pour le succès de toutes les économies, c'est l'indépendance et la connectivité entre les États. Il doit y avoir donc un partage sincère des charges si nous voulons donc construire cette économie africaine face aux chocs mondiaux. Et rechercher la coopération et le partage des connaissances qui sont essentielles. Cela peut être un élément catalyseur pour la réforme de l'architecture financière, pour s'assurer que les États fragiles et les États à faire prévenus puissent avoir accès au financement et assurer une sécurité alimentaire et un accès à l'énergie. Ce ne peut pas être juste qu'en dépit du fait que nous avons 80% des ressources. L'Afrique ne consomme que 6% de l'énergie mondiale. Donc, réussir à atteindre l'objectif de l'accès universel de l'énergie en Afrique sera donc un facteur déclencheur du développement économique. Mais cela demande des milliards de dollars d'économie et d'investissement, et ce qui n'est pas possible. L'Afrique a besoin de davantage de dons et puis de prêts concessionnels ainsi que d'investissements du secteur privé pour pouvoir atteindre l'objectif. Et donc l'architecture de financement face aux chocs mondiaux. Et pour conclure, j'aimerais le fait que construire des économies résilientes en Afrique pour une stabilité économique durable, eh bien, je dirais que l'Afrique a des potentialités énormes et le potentiel pour une autosuffisance et une prospérité en Afrique qui commence à prendre de la forme, soutenue par des populations dynamiques jeunes et des ressources diverses. And a rapidly expanding digital innovations le commerce africain to a truly évolue bright avec l'innovation and resilient future. Qui donne à croire qu'il y aura un futur résilient. Merci. Thank you very much indeed, Your Excellency. That was a really excellent speech, and I know that you need to quite soon also have to leave us for being called away by the President. You highlighted, and I don't know whether you have a chance for one question, you highlighted Le micro ne marche pas. the multiple shocks that are affecting your country, including the climate change, the Russia-Ukraine war, and other shocks. This has a huge impact. At the same time, you've made tremendous progress and have embarked on economic reforms. And you like this to be sustained. You like to be keeping the momentum. You also said that the international financial architecture wasn't really set up wasn't really fit for purpose to support you in responding to shocks. What is it that you think need to be done specifically
to make sure that the system does work for you, that it does help to address the responses to the shocks, and that it does help the vulnerable populations within your society, particularly the most poor in your society, including women. Thank you, Dirk. As I said, you know, multiple shocks has become the new normal globally, and more so in Africa. Fragile countries like Somalia have limited resources to respond to these shocks. There are limited fiscal buffers, if there are any. In our case, we have no fiscal buffers at all. Our debt carrying capacity is very limited, given the debt relief that has, improved our debt situation. For the benefit of the audience, our debt to GDP ratio has come from 64% to 6%. It has become sustainable. But the reality is totally different. That sustainability does not translate, as I said in my remarks, into fiscal sustainability, fiscal space. And the gains from that relief requires enough time for us to be able to spur growth, to build, our domestic resources. So countries facing similar situations are facing fiscal and policy trade-offs. Should we invest in our major resources with our domestic immediate needs? Or should we address Est-ce que nous devons traiter nos besoins domestiques immédiats ou faire face aux chocs extérieurs, notamment la lutte contre le terrorisme international et le choc des changements climatiques? Voilà le dilemme auquel nous sommes confrontés. Et je pense qu'il y a une obligation internationale à soutenir les pays confrontés à ces réalités. Il faut leur fournir des financements flexibles et favorables pour les aider à faire face à ces chocs sous la forme de subventions, de dons, parce que nous ne pouvons pas accéder à des financements concessionnels et nous ne pouvons pas emprunter vu notre la situation de notre endettement, donc les financements flexibles et les soutiens sensibles au choc sont essentiels pour aider ces pays à soutenir ces chocs. Merci beaucoup. Nous applaudissons, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Et on va vous revenir aux besoins. À présent, nous allons passer à la discussion en panel. Donc, comme il a été dit, des analyses ont été menées. Nous en avons publié sur le site web du so you can download it there. Centre africain de recherche économique, le site web du PEP également. Et nous continuons de travailler sur cette recherche portant sur les effets des chocs internationaux et comment les pays africains peuvent faire face à ces chocs. Donc je voudrais m'adresser d'abord au professeur Jay Mayara, qui est le directeur exécutif du PEP, la directrice exécutive du PEP, partenariat pour les politiques économiques, pour qu'elle intervienne sur l'impact politique de ces chocs. À vous, Jane. Merci beaucoup. Je ne sais pas
tout ce que je peux dire en 3 minutes. Je pense que le contexte a été donné. Le son est mauvais. La régie. Le focus de notre travail Il y a une gestion des microphones par la régie qui ne facilite pas le travail des interprètes. Ce micro sonne lointain. Out of it, looking at perhaps the domestic policies and what countries can do or what they are doing, and perhaps what the international community should do. I think the first point that I want to make is the point that domestic countries should actually look at how can they protect themselves from such shocks as much as possible. We know it's not always easy. In this particular study, we looked at the effect on staple foods, perhaps looking at what has happened in our countries, if you see the effect on the global supply chains, the issue of rice, wheat, that we get from Ukraine, for instance, among others. And then ask ourselves, would our countries be in a position to really escape this kind of dependence and move towards perhaps generating enough food security for ourselves so that when such shocks come, we do not really have to suffer. Because we know that the shocks come with multifaceted kind of impacts because we have to import, the global prices have escalated, the fuel prices, and so forth. But of course, we know the problem that we have. We do not have perhaps a comparative advantage to produce some of those commodities. You look at our costing structures, perhaps we still have to rely on imported inputs. We have the climate vulnerability that the minister spoke about. So if we compare ourselves to the source countries, then again we are forced to depend on it. But I think the key point that we recommend is that we need to think outside the box and see how do we minimize that kind of impact. But then for the international community, what we recommend is that perhaps the international community should work together to see whether they can protect or set up what we call perhaps crucial trading channels between the supply and demand destinations. Of course, the challenge is that when these things happen, everyone is for themselves. We look like we are working towards the same goals, but of course, each country, even at the international level, I think everyone is protecting their interest. And then what happens is that the vulnerable countries then end up being disadvantaged because there's like a push and pull, okay, depending on which side we seem to be leaning on. So perhaps the international community could engage in actions that deal also with the violators of the international law. Because really, we have the international law, even in that regulates trade, for instance, but if they are violators, what do we do? If we decide to go to war today and affect all the supply chains in Africa, what can we do, whether it's the African Union or whether it's at the international level? Then again, there are other policies we can pursue, such as trade diversification, so that we do not have to suffer from the supply bottlenecks that are coming from one end, and also supporting our production, domestic production, supply support. Now, when we talk about the trade diversification, I know in Africa we are talking about the African
continental free trade area. Of course, we have our own regional approach. But again, we may not be self-sufficient in Africa. But the point is, how do we look at ourselves, each country that is affected by these shocks? How do you get out of it? Can we do regional, or do we have to look for other markets? The international community still has a role to play here, and say that they need to support and coordinate these processes. For instance, when we think about the preferential trade agreements, technical support to agricultural sectors, and so forth. Maybe a final point that I want to make is, I think this one I'm just making deliberately, that what we have seen in the study, and also now what we are doing, is the unintended consequences of these shocks on women. Okay, there's a gendered impact of the global shocks and the crisis. They tend to be more vulnerable to the shocks. And we are looking at it in different dimensions. There's the financial angle, there's the food security angle, and there's also trade, because we know that women have critical roles to play in each of these. They are the ones who cannot access credit even for the small, medium, and micro enterprises, where a lot of women are concentrated. And once the costs escalate, the prices escalate because of the shocks. They are adversely affected. The same with food production, food security, and trade. And so, again, we argue that one of the key policies that we need is a protected policy environment, especially for women. And finally, I would just say that there are a lot of interventions we've recommended, as the studies are available online, and more is being done. But really, we need to push for interventions that can lead to more stronger and more resilient economies for all. Of course, not just Africa, but the rest of the vulnerable world. Résilientes, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le reste Thanks so much, Jane. Merci. And I would really recommend you looking at the study. These are detailed modeling studies of how global shocks affect African economies. And one example was on the impact of the Russia-Ukraine war. Some countries may not be directly exposed so much to Russia and Ukraine through trade or other financial linkages, but indirectly they are. And so, indirectly, there were quite some large price effects that you've highlighted, and so commodity prices and fuel prices, fertilizer prices, and so on. And these have differential impacts on many different countries, depending on whether you're a food importer, exporter, and fuel exporter. And that's really important to understand those studies. And also now looking into the position of women as well, so that basically the shocks aren't born or affect different groups differently. And often women have not capacity to respond in the same way. Now I'm just trying to see whether we can also bring on our online presenters. I don't know whether we have been able to access Zoom. Je ne sais pas si l'on a accès à Zoom. Thanks so much to His Excellency the Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour votre participation. If it Angela, does the Zoom, does it work? Est-ce que okay, Zoom so maybe we fonctionne? could now bring in Phyllis Papa-David, who is the Senior Research Associate at ODI. And Jane already mentioned about the position of women, and in this context, chercheuse principale associée à ODI. Can you hear us, Phyllis? No. No, we can't hear you. Okay. Non, nous ne vous entendons pas. I'm afraid, I don't know whether the technology works, otherwise we need to move back to the panel. La technologie fonctionne, autrement il va nous falloir retourner au panel. So whilst we're trying to sort out the technology, maybe Victor, I don't know whether you could
come back because maybe we could also hear a bit more on the ARC work. And later on, so whilst we're sorting out the technology, we also have a link to Ibrahim Al-Badawi, the former Sudanese Minister of Finance, who's the director of ERF. So on the ARC work, we've engaged in a range of case studies and a range of work on shocks to African economies. And there are a range of policy implications that come out. So targeted interventions at country level are really important. We also need to think about safety nets, safety nets for vulnerable economies. Pertinente et il est question de filet de sécurité pour ces économies. Il y a aussi discussion sur la libéralisation du commerce, en particulier dans le contexte de l'accord de libre-échange pour diversifier les importations et les exportations. There's also discussion about proactive monetary policy and the importance of the financial sector, and you also as a global authority on financial markets in Africa. How do you think du marché financier africain? Has responded, and what are the implications for the African financial sector to respond really well to these shocks? S'est préparé à bien répondre aux chocs. Thank you, Dirk. Merci, and also thank Dirk. My colleagues. Et je voudrais également remercier mes collègues, les autres membres du panel. D'abord, nous avons écouté Catherine, puis Jane, de même que le ministre. Cette question que vous soulevez est si importante. Et je voudrais également saluer mes collègues de ARC qui ont fait l'essentiel du travail. Abi, qui est notre chef de recherche, et Diana Nguyen, qui est notre manager de la recherche. Ils ont dirigé la plupart de ces projets, en particulier concernant l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur les économies africaines. Et bien entendu, il y avait le choc immédiat, le manque d'élasticité dans la substitution de produits importés par des produits locaux. Et même si les économies avaient été capables de produire des denrées comme le blé, ou d'autres aliments, la période nécessaire pour répondre au choc était si longue et pour finir, les économies ont dû négocier les termes du commerce. Et pour revenir au problème que mentionnait le ministre, ce qui signifie que les banques centrales avaient moins de 3 mois de couverture pour faire face à l'augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires dans le monde. Mais vous avez raison, les économies africaines doivent réagir et se restructurer pour la résilience. C'est une question que notre institution a examinée et moi-même, au niveau de mon travail personnel, et de nombreux ingrédients importants doivent être en place. Le premier étant l'écosystème financier qui doit être mis à la hauteur. Dans de nombreuses économies africaines, le secteur financier est rudimentaire, il n'y a pas d'action de transactions quotidiennes, les actions et les obligations se gèrent avec des premiums en raison des risques perçus. Il y a la question du crédit, mais par exemple, le financement nécessaire pour la diversification du commerce, c'est à moyen ou à court terme, à moyen ou à long terme, pardon, 10 à 15-20 ans. Et donc, il y a des systèmes en place pour contourner cela, le financement mixte, par exemple, et il y a différentes classes d'actifs qui peuvent être utilisées
pour ces activités, les zones de traitement, d'exportation, etc. Mais les instruments pour dérisquer l'environnement doivent aussi être mis en place. Il faut introduire la diversité des actifs financiers et cela est encore un défi et les banques centrales et les autorités budgétaires doivent intervenir. Je parle des autorités budgétaires parce qu'elles sont censées mettre en place l'infrastructure. Et bien entendu, les banques commerciales peuvent travailler aussi pour cette mise en place de l'infrastructure. Et cela s'applique aussi à la diversification des exportations aussi, parce qu'un ingrédient important de la stratégie de diversification dans la ZLECAf, c'est le système de paiement transfrontalier. Par exemple, si vous êtes au Kenya, les pays voisins pourraient avoir 100% de réactivité quant aux transactions commerciales. Et dans ma propre recherche, nous avons expérimenté le fait d'ôter la diversité des monnaies. Prenez les différents pays de l'Afrique de l'Est. Prenez chaque monnaie des 7 pays et créer une monnaie synthétique pour voir comment vous pouvez commercer dans cette monnaie unique. Vous verrez que le commerce est meilleur, il y a moins de volatilité, il y a plus de sécurité. Mais il faut que les autorités budgétaires décident de prendre cette direction. Mais c'est une question de temps. Merci beaucoup. C'est très important de penser au secteur financier. Et il faut réfléchir aux politiques industrielles, à la diversification industrielle et il faut parler aussi de partenariat aussi. À présent, je voudrais inviter notre public à poser des questions si vous avez des questions. I'm not sure whether we can try again with the online audio. Je ne sais pas si on peut essayer avec Zoom encore. Essayons. Try one more time with the technology. Désolé, on va essayer encore une fois avec la technologie pour voir si Phyllis est encore disponible. À vous. Hello? Yeah, Allô? we can hear you now. Oui, nous vous entendons à présent. Okay. Yeah. So over to you Okay. about the position of women during global shocks. Okay. La Thank you very much, position des femmes Dirk. dans les chocs. Merci beaucoup, What's clear Dirk. from a Ce qui macroeconomic est clair perspective is du that point de vue macroéconomique, we are in a new c'est que normal of nous sommes multiple dans une adverse nouvelle shocks, situation de both chocs in economic terms négatifs and multiples, in tant financial en termes terms. And the économiques discussion que financiers. that Et Professor Morinde was just engaged in on la discussion promoting du professeur Morin an appropriate ecosystem which fosters diversification un is écosystème qui particularly favorise la important. It's important for diversification. women. C'est And particulièrement our important, research c'est that important we've pour been les femmes. engaged in, Et la particularly in recherche que relation to nous the avons engagée, Russia-Ukraine en war, particulier en shows rapport that, avec la guerre russo-ukrainienne, montre an economy cannot really qu'une have économie economic ne peut pas resilience véritablement avoir if une résilience the économique treatment of si gender le traitement du genre is not addressed. des inégalités n'est pas traité. Donc la disparité Funding, the des financing financements, gaps, le déficit de financement par rapport à l'accès des femmes aux ressources et en particulier au financement est une question importante. Les chocs ne sont pas notre plan du genre et les femmes sont plus affectées que les femmes dirigées par les ménagères par des femmes. Ce que nous voyons, c'est que l'accumulation des chocs entraîne l'augmentation des prix des produits alimentaires, des produits, des intrants, qui est une chose particulièrement négative pour les femmes. Okay, thank you so much. Merci beaucoup. So it's important to think about Il est important donc de voir comment les chocs ont une incidence sur les femmes de façon différente par rapport aux hommes. Est-ce que vous possédez des exemples de travaux de recherche menés dans ce sens-là sur comment les femmes sont touchées et impactées? Je ne sais pas si vous m'entendez. La problématique essentielle qu'elle a relevée, c'est que nous devons
examiner les conséquences des chocs, notamment sur la position des femmes. Il n'y a pas de résilience sans réfléchir à la question, à la problématique de l'égalité des sexes. Une question générale que j'aimerais soulever ici, c'est les partenariats. Nous avons parlé de collaboration. Le ministre a démarré par ce point. Il est important de nouer des partenariats pour faire face au choc. Victor l'a mentionné, avec les facilités. Vous avez relevé cela par le biais de la restructuration de la dette. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur comment ces partenariats doivent être structurés? Que faut-il faire pour que les pays se rassemblent pour ces questions essentielles pour renforcer la résilience des économies africaines? Alors, je remercie. Je ne sais pas si je crois que cette question est vraiment pour ajouter à ce qui a été dit, pour dire, comme vous le dites, nous avons abordé toutes ces questions et l'une des choses qu'on a proposées ne c'est pas un partenariat, mais une espèce de coproduction, parce que je sais que nous avons parlé de production, de coproduction entre la recherche et la politique, mais même les pays, pour relever certains de ces chocs multiples, peuvent penser à voir comment s'attaquer aux politiques de façon conjointe, de sorte que si nous parlons des problématiques que nous devons relever, que ce soit les chocs alimentaires, les chocs énergétiques, les chocs commerciaux, tout facteur qui affecte aussi bien les hommes que les femmes, la question de savoir comment nous pouvons nous mettre ensemble en tant que pays, sans s'appuyer forcément sur la communauté internationale pour relever conjointement ces problèmes. J'ai dit, en mettant l'accent plus sur ce projet spécifique, mais il y a un certain nombre de projets que nous menons qui s'attaquent à cette question, y compris la question de la crise énergétique, parce que la question est la suivante. Si nous connaissons les problèmes qui découlent des crises alimentaires mondiales, que dire de se concentrer sur l'énergie propre au niveau, à l'échelon le plus bas, au niveau des petites et moyennes entreprises, liées au secteur agricole, où les femmes sont concentrées et peuvent tirer un meilleur parti. Nous pensons qu'il peut, cela peut proposer une atténuation par rapport à la question de l'énergie et la crise énergétique mondiale. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Un dernier commentaire à l'attention du panel, posé par Ibrahim Boudari, qui est directeur au Forum de recherche économique et ancien ministre de l'économie. Pourriez-vous nous éclairer sur votre recherche et comment elle fait la lumière sur les importations dans les économies africaines? Merci. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit, monsieur. J'aimerais saisir cette occasion pour adresser mes félicitations à tous les amis, notamment Victor, pour sa nomination au Consortium de recherche économique africaine. Nous avons déjà collaboré dans le cadre de ce projet avec l'ARC, ODI et l'IDRC, le CIDRC. Nous envisageons d'autres collaborations. J'aimerais me prononcer sur deux problématiques complémentaires à ce qui a déjà été discuté et proposé par Jane et Félix et Victor lui-même. Je voudrais caractériser ce qui se passe actuellement à une plus grande échelle à ce qui se passe comparé à ce qui se passe dans les années 1990 qui ont exposé les pays à la dette en Amérique latine. Je pense que la réponse de l'Afrique devait se présenter sous de grandes formes. La première, c'est de limiter l'exposition au globe mondial par la relocalisation et la promotion
des chaînes d'approvisionnement régionales et je pense que le corridor de Mobutu entre l'Afrique du Sud et le Mozambique est un exemple intéressant qui s'est dégagé des études de cas que nous avons parrainées dans le cadre de ce projet. Et je pense que l'intégration de cette approche pour une intégration plus approfondie dans un monde, dans une approche globalisée à la gestion de la chaîne économique serait une façon d'avoir des avantages comparatifs et de limiter l'exposition structurelle au choc en étant totalement tributaire des fournisseurs, certains principaux fournisseurs internationaux, pour ce qui concerne certains produits essentiels tels que les produits alimentaires ou les engrais, par exemple. Le deuxième pilier d'action serait le pilier macroéconomique, centré sur une proposition qui consistera à faire un pas important passant des macroéconomiques discrétionnaires à des politiques macroéconomiques basées sur des règles. C'est important pour l'Afrique parce que, à l'évidence, à court terme, avec le fardeau de la dette, notamment le service de la dette, pour un grand nombre de pays, y compris certains en Afrique qui sont tenus de payer plus de 20% des recettes publiques sous forme de services de la dette. L'Afrique, à un niveau micro-institutionnel, est un partenaire important dans le Sud, dans le Grand Sud, doit se battre pour la réforme de l'achat mondial et la recapitalisation des banques multilatérales de développement, y compris la Banque africaine de développement, mais également la Banque mondiale, le FMI, en fait, pour avoir les capacités d'apporter les ressources nécessaires pour aider les pays africains à faire face à ces chocs multiples importants. Bien sûr, les changes futurs qui se produiront dans l'économie mondiale avec l'intelligence artificielle, l'automatisation et les changements climatiques sont à prendre en compte, mais au plan interne, les règles budgétaires, les cibles d'inflation et au sein des institutions macroéconomiques basées sur les règles qui, avec des preuves croissantes avec le Chili et la Norvège, d'autres pays, qui sont des pays qui ont adopté des politiques macroéconomiques basées sur des règles, sont plus résilientes pour faire face aux chocs que les pays qui continuent à suivre des politiques macroéconomiques discrétionnaires. Voici donc les deux principales propositions que je voudrais mettre sur la table pour votre examen. Merci. Okay, thank you so much. Merci beaucoup. We're close to the end of the session, but there's a hand up, and you'd like to make a comment. Maybe if I may allow for one or two comments from the floor. On pourrait donner la parole à une des personnes du public pour clore. Si cela vous sied. Somebody who can hand along the microphone. Otherwise, I'll just give the microphone. Pouvez-vous passer le microphone, sinon je passerai le mien. La dame au premier rang. Un grand merci à nos distingués membres du panel et au public. Je suis Dr Gulana Momoxambia Mapie. Je suis étudiant doctorante à l'Université de Nairobi, spécialisée dans le commerce mondial. J'ai aussi bien un commentaire qu'une question. Je voudrais commencer par mes recommandations. Quand on prend les économies africaines, nous devons établir des priorités au niveau sectoriel en matière de développement, ce qui signifie que nous devons renforcer l'agriculture, nous devons nous intéresser à la santé, à l'assainissement, ce sont des domaines prioritaires clés en matière d'éducation. Quand nous avons un
population active bien éclairée et peut avoir une incidence sur l'économie. L'autre chose que nous devons envisager, c'est nos propres gestion financière interne. Il y a beaucoup de gaspillage en Afrique, notamment par les gouvernements africains, liés à la gouvernance, que ce soit au niveau international. Quand on voit le rebond sur l'économie, nous devons également gérer la façon dont nous percevons nos propres ressources internes, de sorte à pouvoir gérer notre dette extérieure et veiller à ce que nous, au niveau interne, nous contrôlions nos systèmes pour s'assurer que nos ressources financières sont dépensées de façon efficiente. Ma question sera la suivante à l'avenir. Nous avons participé à de nombreuses sessions et conférences qui se sont penchées sur la question du changement climatique. On a eu un sommet sur le climat au Nairobi, on a eu la COP 20 à Dubaï. Quelles sont les recommandations qui en ont résulté? Comment on peut les exploiter pour améliorer la situation des économies africaines? Dans toute ma vie depuis que je travaille, nous avons parlé de soutenir les femmes. Mais essayons de voir comment nous soutenons tout le monde dans l'économie. Il ne s'agit pas simplement des femmes qui sont vulnérables, nous avons les personnes âgées, nous avons les enfants, nous avons les hommes également, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'hommes ici. Ce ne sont pas les femmes seules qui sont affectées. Depuis Beijing, on parle de femmes, mais essayons de façon holistique de voir comment veiller à ce que nous soutenions les citoyens, pour ainsi dire. Parce que il y a des transferts en numéraire aux personnes handicapées, parce que les gens qui viennent d'handicap, cela ne signifie pas que si vous êtes handicapé, vous êtes incapable de travailler. Les gens qui sont handicapés, qui sont extrêmement innovants. Nous devons nous intéresser aux personnes âgées parce que ce sont les personnes les plus vulnérables dans nos communautés. Et pour conclure, nous vivons dans un monde marqué par l'intelligence artificielle. Comment l'Afrique exploiter cette technologie pour nous permettre de prévenir les chocs et de s'en protéger? Merci beaucoup. Je voudrais également, pour ma part, féliciter Victor pour ce poste de directeur exécutif auquel il a accédé. Je suis PDG du Conseil économique africain. Nous sommes intéressés par ce sujet intéressant sur le renforcement de la résilience des économies africaines. J'aimerais partager avec vous quelques idées. I've been seeing that ESC region is recovering quickly. We are posting almost a 5% growth. Quasiment un taux de croissance moins de 5%. Certains même affichent un taux de 7%. Mais il y a trois paramètres fondamentaux essentiels. Then I raise one question. One has been the issue of economic diversification. Le problème, c'est la diversification. When you look at the reason why our economies are not resilient, is that we have not really harnessed the power of regional value chain. And we need to work with Victor in terms of looking at those value chains where the region and the continent has both comparative and competitive advantage. And we make a deliberate intervention around those value chains. The second aspect has been our investment in productive infrastructure. Roads, ports, border posts, as well as our airports and other infrastructure, including the visa openness. Currently, the challenge we've been facing is even business people moving across the continent. I think we need to look into the issues related to what we call non-tariff barriers, which impacts our trade to move across the region. Then, deliberately, we push for elimination and dismantling of those barriers. The third aspect, and this is the question, has been the issues of how we harness the power of our youth, what we call demographic dividend. We have not been able to cloud in the power of our youth who are very innovative, dynamic, and able to work. And when you look at the statistics, 70% of our population fall under the age of 25. How do we harness that power in terms of building resilience so that we harness their potential in terms of skills, in terms of education, in terms of their capability to produce and trade across our region? Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Just the very final comment over there. Toute dernière question au fond. And then I'd like to go back to Jane and
Victor, for ensuite, ce sera la Jane. remark, and then we close the session. Pour ce dernier mot, et on va clore la session. Merci beaucoup. My name is Mohammed Je suis Ali. Mohamed I'm from Ali, Somalia. de la Somalie. I'm the director of the civil Je suis society. directeur de la société civile. I need to take this opportunity. Je voudrais saisir cette occasion the issue of pour parler managing de resources. la problématique, la gestion des ressources. There is a proverb says, Un proverbe Africa is not dit poor, que l'Afrique n'est pas pauvre, but poorly managed mais in terms of mal assets gérée en or termes resources. d'actifs ou de ressources. There are resource diversion, Le détournement des finance ressources, aid diversion, le détournement des aid financements, diversion, le détournement de l'aide, lack of capacity le manque de capacité for handling management. In pour terms of assurer la gestion. research, En termes de recherche, how is there how address that component in terms of comment s'attaquer à cette composante challenge or the limitation of Africa, because s'agissant the resiliency, des défis? the Parce shocks, que la résilience, le choc, reason of the shocks is somehow les raisons derrière le choc, c'est la issues, corruption, le problème how de corruption. this research addresses that issue. Comment cette recherche se penche sur cette question? C'est un point très important. La résilience a trait à la gestion du changement, avoir la capacité à opérer des changements et d'agir conjointement au niveau local, au niveau national. C'est une question très importante. Même les questions sur la diversification, la politique des changements est importante. Thank you very much. Oui, à vous, very merci. Important comments, questions. I'll maybe pick 1, 2, 3. First from my sister there, thank you for that. And maybe I'll pick on the first one on what is being done about climate change and the issue of women. Maybe what I would say is that, of course, what we are presenting, we are only touching at the, just the tip of a lot of work that we do. But I think as to what is being done about climate change, what I know, I'm not from the government, but I know that there is a coalition of ministers of finance that are working on towards climate issues, climate financing, and so forth. And I believe that these steps working together, perhaps with the Ministry of Agriculture and so forth, could push to the next steps. But I think it needs to come from country level, those coalitions, regional, international. I think a lot is being done. It's only that, you see, with all the shocks that come, perhaps when countries are thinking about concentration of this, maybe another shock comes and then we end up with multiple shocks. About the focus on women, I would say that there's a lot of work that is going on, and I agree with you. And we are actually talking about intersectionality, not leaving anyone behind. So today we may just have mentioned women, but as I said, this is work that is ongoing, but there is that question of not leaving men behind. Remember that there are men who are also different from other men, and they are discriminated because of those reasons and so forth. And IDLC is actually supporting a lot of work on that, gender equality inclusion, including an online course on that we are working on with IDLC. And then from BESCO, okay, economic diversification, I agree. I thought about things including trade diversification, the regional procs and so forth, so I can't agree more. And the whole issue of youth dividend, demographic dividend. Actually, you find that there's a lot of concentration, a lot of interest, especially in Africa, from the West. Why? It's because they know that where there's very what can I say? There's a lot of potential in our continent because of that youth dividend. So I think it's upon us really to see how do we make it an opportunity rather than a challenge. Il faut percevoir cela comme une possibilité, une opportunité plutôt qu'un défi. Merci. Thank you very much. Very, very interesting questions and questions fort intéressantes qui ont été posées. Let me first respond a very important point you mentioned on une question très importante soulevée sur le développement sectoriel. It's a critical issue. Qui est une question essentielle. Nous venons d'achever une étude qui montre que FDI is going into. Il est important de savoir quel secteur va l'IDE. On a fait une inventaire. On a essayé de couvrir toute l'économie africaine pour voir où vont les IDE.
Une simple stratégie consiste à mobiliser les IDE, à créer des incitations pour les IDE, pour aller au secteur stratégique de l'économie, peut accroître la croissance verte d'environ 8 à 15%. Il s'agit simplement de créer des incitations pour que les IDE soient affectés à bon escient. Au contraire, si les IDE vont à des secteurs où la productivité marginale d'investissement est faible, alors il y a des chances qu'on ait une contraction et c'est un puzzle de 15 ans sur l'allocation des IDE. On peut recevoir des IDE, tout à fait, cependant avoir une contraction de la croissance. Pourquoi? La réponse réside dans ce que vous avez indiqué, à savoir la décomposition sexuelle. Sectoriel et le commerce sectoriel et voir comment le commerce revient de différents secteurs. Merci, c'est un point important. Merci de M. Bosco. Vous avez indiqué pourquoi la chaîne de valeur régionale constitue un point essentiel. La réponse est la suivante. Si on s'en réfère aux années 1980 où le consortium de recherche économique en Afrique a été mis en place, l'accent était mis sur la politique macroéconomique. Un travail a été fait en mettant en place des politiques budgétaires, des fiscales qui sont de notoriété publique aujourd'hui, mais on a ignoré, énormément, pas seulement en Afrique, mais au niveau mondial. Il s'agit de politique industrielle. Dans les années 1980, si on parlait à la politique industrielle, personne ne prêtait attention, mais aujourd'hui, la discussion, après la COVID-19, porte sur la politique industrielle. Comment activer la production, et même la production simple ou des productions telles que les usines. Ce sont là des considérations importantes. Je pense que l'économie africaine devrait ouvrir la voie aux politiques industrielles et veiller à leur développement. Qu'est-ce que l'on devrait mettre en place? Il y a eu également la question des ressources, des détournements de ressources. Vous avez tout à fait raison, et cela se fait dans un grand nombre de pays, en particulier en Afrique, mais ce n'est pas un problème spécifique africain, c'est un problème mondial. Fort heureusement pour la recherche et les chercheurs, eh bien, on dispose de méthodes scientifiques raisonnables, y compris l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, qui peuvent permettre de cerner 80% avec exactitude 80% de l'allocation de ressources dans les économies, chez les individus, auprès des entreprises. Et les sommes vérifiables et permet de comprendre une composante résiduelle d'une équation. Vu que la méthode pour pouvoir identifier ces ressources manquantes existe, eh bien, la prochaine étape consisterait à traduire les ressources en politique et en pratique, de sorte que les décideurs peuvent avoir un cadre pour voir comment recouvrer ces ressources. Merci. Merci beaucoup. Ceci nous mène au terme de la séance. On a eu une discussion fort intéressante avec deux types de politiques. Nous avons conclusion liée au niveau national. Au niveau national, des points ont été relevés. Il s'agit de s'assurer que le secteur financier fonctionne et que les politiques macroéconomiques sont de bon augure. On a également des règles fiscales en place, comme mentionné par le directeur. On peut aller plus en profondeur et réfléchir aux politiques industrielles, aux politiques sectorielles, mais bien entendu, ces politiques doivent être bien gérées. Il faut penser aux conséquences distributives d'un ensemble de politiques, y compris sur les femmes et sur l'intersectionnalité. Donc il y a un fort fardeau qui pèse sur les capacités nationales pour gérer ces changements, mais comme je l'ai dit, c'est la nouvelle norme en ce qui concerne les chocs mondiaux qui ont une incidence sur les économies. Nous devons réfléchir à ces capacités à gérer le changement et à simplifier notre politique en pensant au-delà des politiques monétaires, des politiques fiscales. En deuxième lieu, nous avons parlé à souhait des partenaires internationaux. Le ministère a abordé cette question, parlé de production, de coproduction, a parlé
making sure that's been addressed. And trade diversification also seems really important. La diversification du commerce est important. Le corridor de Maputo a été relevé. La diversification de façon appropriée est une chose importante pour gérer nos économies qui doivent devenir plus résilientes. Il faut des accords internationaux en pensant aux zones de libre-échange. Voici le type de conclusion éventuelle. Nous allons passer à la prochaine étape. Comme je l'ai dit, quelles sont les prochaines étapes? Il y a un consortium de l'ERC. ODI continues to work together with the support from IDRC to really make sure that these conclusions and these recommendations are also being implemented, and that we engage at country level further with your help to make sure that the economies are more resilient, particularly for the next shock. Thanks so much for attending this very vibrant session. Thank you so much for coming. Thanks for the audience. Merci au public. Merci également aux panélistes. Je vous remercie. Lakini tajiri anayesorota